Bien, mes chers collègues, nous sommes dans une situation un peu paradoxale puisqu'en ce moment même, dans l'hémicycle, se discute un texte qui nous intéresse tous éminemment. Et donc, évidemment, je vais essayer de suivre en direct, ou nous allons essayer de suivre en direct le déroulé des débats dans l'hémicycle, de sorte que nous puissions aller voter le texte sur les violences faites aux élus. À temps, donc le cas échéant, je suspendrai évidemment la séance. J'imagine qu'il y en aura quelques-unes, oui, parce qu'il y a des positions qui sont à expliciter. Il y a plus d'un an, on était le 30 novembre 2022, notre délégation, à l'époque sous la présidence de mon prédécesseur Thomas Cazenave, avait souhaité créer un groupe de travail sur la décentralisation, dont l'animation avait été assurée à la fois par Thomas Cazenave lui-même et par Anne Bruniera, qui est à ma droite. L'idée, c'était, et à l'époque, hors d'initiatives encore précises, de défricher le terrain de la décentralisation, d'essayer d'entendre les élus locaux, de les écouter, d'essayer de voir la même façon dont on pouvait retrouver le souffle des grandes lois de décentralisation du début des années 80, dont chacun estime qu'il s'était un peu perdu au fur et à mesure des retouches et autres refontes fiscales de ces dernières décennies. Depuis, vous le savez, cette ambition de conclure des travaux sur la décentralisation, d'éclairer le débat, elle a progressé. Elle a progressé d'abord parce que Thomas, avant le mois de juillet de l'an dernier, avait proposé qu'à l'issue de ces travaux, nous puissions avoir un débat avec l'ensemble des groupes politiques à l'issue de questionnaires qui auraient été adressés à chacun de ces groupes pour essayer de stabiliser des points de contact, des points de divergence aussi, sur les possibles évolutions et retouches à apporter à la décentralisation à la française. Et puis parce qu'une mission a été confiée à l'automne dernier à notre collègue député de l'Oise, Éric Woerth, ancien maire et président d'agglomération, pour travailler sur 6 chantiers qui ont été ouverts par la lettre de mission que le président de la République lui a confiée. 6 chantiers qui se retrouvent pour partie dans le questionnaire que nous avons adressé aux différentes formations politiques qui composent cette assemblée. Et nous étions convenus, les uns et les autres, de pouvoir débattre de ces réponses lors de 2 séances de travail. La première, celle-ci, portera sur les 6 premières questions qui ont été adressées aux groupes politiques. Et la seconde viendra la semaine prochaine avec le même exercice. Le déroulé que je vous propose est le suivant. Je donnerai la parole successivement à chacun des orateurs de groupe pour qu'il présente les réponses que son groupe a bien souhaité formuler aux questions que nous lui avons adressées. Je précise que ces questions ont été travaillées, ont fait l'objet de discussions avec les différents groupes politiques. Je remercie notamment notre collègue Catherine Courturier, notre collègue Christine Pires-Beaune, notre collègue Anne Bruniera, des suggestions qu'elles ont faites sur la manière dont les questions ont pu être rédigées et dont elles vous ont été adressées. Et puis, je précise aussi que l'ensemble des groupes politiques ont souhaité y apporter une réponse, à l'exception du groupe de la gauche démocratique et républicaine. Je pense que c'est essentiellement dû, cette absence de réponse, à la sollicitation actuelle de notre collègue Sébastien Jumel, au moins sur 2 initiatives parlementaires assez structurantes. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole, puisque l'oratrice du groupe Renaissance n'est pas encore là, au groupe Rassemblement national. Donc, ce dont nous étions convenus, c'est de prise de parole de 10 minutes, c'est cela, pas plus. Donc je vous interromprai si vous dépassez les 10 minutes. Je vais essayer d'être un peu plus rigide qu'à l'ordinaire sur les différentes prises de parole. Et puis les groupes se succéderont et on aura à la fin un temps assez long, jusqu'à 17h, de débat entre nous sur les points de contact, les points de divergence qui se dégagent sur ces réponses à ces 6 questions. Donc pour le groupe du Rassemblement national, je donne la parole d'abord à Jocelyn de Signy. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le groupe Rassemblement national, pour répondre à ce questionnaire, s'est appuyé sur l'expérience de ses élus locaux et sur le rapport de la Cour des comptes du bilan des 40 ans de décentralisation. Les points de concordance ont été nombreux: enchevêtrement des compétences, manque de lisibilité, multiples financements croisés, absence d'économies issues des grandes régions de 2015. Le système de financement est à revoir car devenu illisible au fil des réformes. La perte d'autonomie fiscale et le lien qui s'est distendu avec les habitants et les entreprises sont d'autres points cruciaux.
La part des impôts nationaux représente ainsi aujourd'hui 37% des recettes fiscales des collectivités contre 14% en 2014. Le rapport souligne la nécessité d'une relance progressive et organisée de la décentralisation, comme celle d'une redéfinition du mode de financement de nos collectivités. C'est ce que demande depuis plusieurs années le Rassemblement national. S'il convient de renouer avec les 3 objectifs fondateurs de la décentralisation, renforcer la démocratie locale, rapprocher la décision du citoyen, améliorer l'efficacité et l'efficience de l'action publique, nous ne partageons pas l'appel de la Cour à la réduction rapide du nombre de communes ou encore au renforcement de l'intégration intercommunale. À l'heure où les Français s'inquiètent de leur avenir et appellent de leur vœu la démétropolisation, il faut plus que jamais renouer avec la proximité et donc s'appuyer en premier lieu sur l'échelon communal. Les intercommunalités doivent avant tout répondre aux attentes des communes dans une logique de subsidiarité et de mutualisation et non pas se voir confier encore de nouvelles compétences à marche forcée. Dans cette même logique, de nouvelles relations doivent voir le jour entre les départements et les régions, ces dernières devant avant tout être une instance de coordination et de coopération des départements les composant, ceci en renonçant parallèlement à certaines grandes régions. Cette nouvelle étape de la décentralisation devra aussi clarifier qui fait quoi. La réforme du financement des collectivités, tout en leur garantissant une véritable autonomie fiscale, doit s'inscrire dans une double perspective de visibilité et d'équité et tenir compte des spécificités territoriales, le tout en évitant les doublons et les gaspillages afin de renforcer l'efficacité de l'action publique, notamment en arrêtant l'inflation normative qui la bride et la renchérit. Pour la première question sur la suppression d'une strate, l'enjeu essentiel pour le groupe Rassemblement national est celui de la proximité, ce qui implique de s'appuyer avant tout, d'une part, sur la commune, seule à disposer de la clause générale de compétence, d'autre part, sur le département. Il faut redonner à ces 2 échelons une réelle liberté. Pour ce faire, les EPCI devraient redevenir ce qu'ils auraient jamais cessé d'être, à savoir, comme leur nom l'indique, des espaces de coopération entre communes et non une strate de mutualisation forcée. Cela implique de revenir sur le nombre de transferts obligatoires de compétences en redonnant un caractère facultatif à nombre d'entre eux, eau et assainissement, déchets, politique de la ville, et en acceptant que certaines compétences, les transferts ne puissent concerner qu'une partie des communes membres, laissant aux exécutifs locaux le libre choix. Pour appliquer le principe de démocratie à cette échelle locale, le groupe Rassemblement propose davantage de lisibilité institutionnelle pour le citoyen. Le maire, élu légitimement, devrait pouvoir s'opposer à des décisions de l'EPCI s'il estime que la décision n'est pas au bénéfice de ses administrés par la voie d'une clause de retrait. La répartition des crédits de l'EPCI serait attentive au juste retour pour chaque commune. Les départements pourraient renforcer leurs compétences, notamment en récupérant celles transférées jusqu'ici aux régions, afin de mieux asseoir leur légitimité quotidienne auprès des citoyens en s'imposant comme un acteur de proximité essentiel. S'agissant de la résurgence d'un conseiller territorial commun aux départements et aux régions, et dans le cadre que le groupe Rassemblement national vient de proposer, il apparaît qu'une telle combinaison favoriserait la bonne coordination des 2 strates, dans la mesure où les régions ne comporteraient pas un nombre trop élevé de départements. Sur ce, le dernier redécoupage des régions, le groupe Rassemblement national est favorable à une nouvelle réflexion. Quant à laisser les élus locaux définir eux-mêmes leur organisation territoriale, nous n'y sommes pas favorables. Bien qu'ils doivent être consultés afin de définir les bassins de vie, nous ne sommes pas favorables à cette réorganisation. Il en résulterait un éparpillement de l'organisation territoriale de notre pays au-delà des possibilités déjà offertes par la Constitution aux territoires dont la situation spécifique peut le justifier. Outre que l'objectif de clarté et de simplicité de la norme s'oppose à la tentation de personnaliser l'organisation territoriale à tous, les échelons du territoire, au risque de renforcer encore leur illisibilité,
Le principe essentiel d'unité et d'indivisibilité de la République commande la plus grande vigilance sur cette question. Le droit, qui considérerait pour toute collectivité de s'emparer de n'importe quelle compétence ne relevant pas de cette catégorie, ne nous paraît pas pertinent et doit être écarté au risque de fragiliser le principe d'unité de la République et de mettre en concurrence désordonnée les collectivités. Sur la différenciation territoriale, en tant que menace de l'égal accès des citoyens aux services publics, nous ne sommes pas favorables à son développement. Le principe de cohésion nationale et le caractère régulier de l'organisation administrative du pays se manifestent notamment dans l'accès des citoyens aux services publics. Or, on constate que le système actuel de différenciation par le bas menace cet égal accès. Par exemple, lorsque le citoyen ne peut plus se tourner vers son maire pour des compétences du quotidien et qu'il est renvoyé aux intercommunalités XXL ou à une métropole. Ou encore lorsqu'un maire dont la commune dispose a priori de la clause de compétence générale, mais qu'il n'exerce quasiment plus aucun pouvoir, notamment au sein des métropoles, ou quand il est tenu de transférer une compétence dont l'exercice par l'intercommunalité sera moins efficace et plus coûteux, quand cet autre maire n'a plus le pouvoir en matière d'urbanisme ou de logement, quand il ne peut plus défendre les intérêts de leur population. Les faits démontrent aussi que l'égal accès aux services publics est rompu. Sur la question d'ajouter les EPCI à la liste des collectivités et de faire élire leur président au suffrage universel direct, le groupe Rassemblement national n'y est pas non plus, là encore, favorable. Cela renforcerait les doublons et les interpénétrations et serait source de perte d'efficacité et de lisibilité. Cela engendrerait également de nouveaux surcoûts de fonctionnement. L'élection au suffrage universel direct des présidents d'EPCI acterait la fin de la légitimité des maires, alors même que leur légitimité est entravée par l'obligation faite à chaque commune de rejoindre un EPCI. Pour nous, l'intercommunalité devrait redevenir un espace de coopération choisi. Elle a vocation à garder son statut d'EPCI et ne devrait pas devenir une nouvelle collectivité de plein exercice. Toutefois, et dans certains cas, il conviendrait de s'assurer de la juste représentation de chaque commune membre, d'envisager des votes différenciés selon telle ou telle compétence a été non déléguée par la commune. À l'image de certaines organisations internationales, des possibilités de clauses de retrait et de retour géographique devraient aussi être rendues possibles au sein des EPCI afin de laisser aux maires, seuls représentants du peuple élus au suffrage universel direct, une liberté d'action suffisante dans leur commune. Sur le pouvoir réglementaire local, le groupe Rassemblement national pense que la décentralisation ne doit pas remettre en cause l'unité de la nation, ce qui exclut le renforcement du pouvoir réglementaire local. On a d'ailleurs pu constater que cette possibilité, ouverte par la loi 3DS, n'a guère été utilisée par les collectivités. Pourquoi ? Parce que les collectivités considèrent majoritairement le principe d'unité de la République comme un bouclier et non comme un handicap. Selon nous, l'urgence serait plutôt de limiter la production législative et la multiplication des normes qui pèsent sur nos collectivités et ensuite d'engager un important chantier de simplification. Sur la consécration d'un principe d'autonomie fiscale locale, le groupe Rassemblement n'y est pas favorable. Le principe constitutionnel d'autonomie financière est aujourd'hui obsolète et inopérant. La preuve en est que cette autonomie a en théorie augmenté ces dernières années, alors même que les pouvoirs des différents niveaux de collectivité sur leurs recettes a simultanément baissé. Il va falloir conclure, chers collègues. Merci. La parole est au groupe Renaissance et à la vice-présidente Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire. Merci, Monsieur le Président. Alors, je m'excuse pour le retard au démarrage. Donc, je comprends qu'il convient de répondre aux 6 premières questions qui nous ont été transmises en amont. Donc, on a travaillé collectivement au sein du groupe Renaissance. La première question concerne l'hypothèse d'une suppression d'une des 4 strates en vigueur.
Alors, de notre point de vue, la suppression d'une de ces strates de collectivités territoriales n'est pas souhaitable. Les disparités territoriales que nous connaissons nous imposent une approche différente. Et en effet, il n'y a pas aujourd'hui de modèle unique qui serait la solution à toutes les difficultés rencontrées. On parle souvent de solutions magiques, donc je crois que ça n'existe pas. Et donc, on n'a pas cette solution qui permettrait à l'ensemble de nos territoires d'assurer une parfaite organisation des services publics. De notre point de vue, la clé est avant tout de faire confiance aux élus locaux, véritables connaisseurs et experts de leur territoire. Ces derniers sont surtout en attente de stabilité. Je ne ressens pas sur le terrain une demande forte qu'on bouleverse de nouveau le cadre des collectivités. Une attente de clarté et une attente de souplesse dans leur capacité à organiser les liens de coopération de collectivité à collectivité. La loi pourrait ainsi préciser un cadre juridique plus incitatif, peut-être, à de nouveaux accords locaux entre différentes strates de collectivités. Il est également souhaitable de favoriser les initiatives des collectivités territoriales, réfléchissant à la bonne taille de l'action publique pour le citoyen, ainsi que d'encourager le processus de communes nouvelles sur la base du volontariat, toujours, c'est un principe fondamental de notre point de vue, et dans l'esprit de la mission que nous avons conduite au sein de la délégation avec Stéphane Delautrêtre récemment. Pour la deuxième question, sur la résurgence du conseiller territorial, commun donc à l'échelle départementale et à l'échelle régionale. Bon, les principes qui avaient inspiré la création du conseiller territorial restent louables, même si revenir à cette réforme supposerait un travail conséquent de clarification des compétences en lien étroit avec les collectivités territoriales. Suite au redécoupage géographique des régions, il y a bientôt 10 ans déjà, et dans le contexte politique actuel, la réforme du conseiller territorial apparaît plus complexe à mettre en œuvre de notre point de vue. L'intérêt de la création de ce nouvel élu est bien compris. Le conseiller territorial aurait une bonne connaissance des deux strates de collectivité que sont le département et la région et permettrait d'instruire des dossiers locaux peut-être plus rapidement. Il existe en effet de nombreuses compétences partagées entre départements et régions, et comme les politiques culturelles et touristiques par exemple. Cependant, la création, on s'est interrogé sur les effets justement d'une telle création, et donc ce conseiller territorial pourrait peut-être distendre le lien avec le citoyen, alors que la décision politique a besoin davantage de proximité. Donc ça, c'est un sujet présent, je pense, dans le débat local. On sent que les citoyens ont besoin davantage d'avoir leurs élus à portée de discussion et d'échange. Et le fait d'en réduire le nombre et d'en augmenter le champ de compétences peut être contre-intuitif par rapport à cette attente des citoyens. Et puis, la création du conseiller territorial participerait peut-être aussi à la professionnalisation de la vie politique. Pour le département, cela pourrait entraîner au moins une moins bonne représentation féminine aussi, c'est la question qui se pose, avec la perte de l'exigence de parité à l'échelle départementale. Quoique, on peut certainement organiser cela au mieux peut-être dans les modalités de scrutin. Et puis, pour la région, le conseiller territorial pourrait peut-être aussi diluer la logique du projet régional au profit d'intérêts locaux. C'est-à-dire que le projet régional, vous le savez, n'est pas l'addition des projets départementaux. Il s'inscrit dans la logique de la stratégie de la collectivité régionale. Et c'est vrai qu'un tel scrutin pourrait induire une approche par addition de projets départementaux en perdant la cohérence d'ensemble régional. Troisième question, pourrait-on laisser les élus locaux dans un cadre fixé par la loi définir eux-mêmes leur organisation territoriale ? Bon, c'est une des demandes de nos élus. La flexibilité dans les tâches difficiles que sont les leurs, de la flexibilité, c'est attendu. À cette fin,
et dans un cadre fixé par la loi, le groupe Renaissance est favorable aux accords locaux entre collectivités territoriales. La loi doit pouvoir établir le cadre permettant à l'initiative locale de définir une nouvelle organisation territoriale, c'est-à-dire une meilleure répartition des compétences, plus simple, sur le territoire si les collectivités le souhaitent et dans un souci d'efficacité du service public. Donc en un mot, souplesse et esprit d'initiative pour répondre à cette attente des élus locaux d'une organisation territoriale plus adaptée à leurs besoins. Question 4. Conviendrait-il de reconnaître par la loi à toute collectivité le droit de s'emparer d'une compétence ne relevant pas de sa catégorie? Bon, là, on touche à la notion de clause de compétence générale et nous sommes défavorables au retour de la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Cette clause a fait l'objet de nombreuses réformes au cours des dernières décennies avant de n'être restreinte qu'aux seules communes. Nous pensons que le dialogue entre les différentes collectivités doit être le maître mot d'une nouvelle organisation des compétences territoriales. Et ces compétences, dans le cadre fixé par la loi, doivent être issues d'une coopération entre nos différents acteurs locaux. Et l'administration des compétences peut varier d'un territoire à un autre si une délégation de compétences entre 2 ou plusieurs collectivités territoriales le permet, puisque si nous sommes défavorables au retour de la clause de compétence générale, nous sommes bien entendu ouverts au principe de délégation de compétences entre 2 ou plusieurs collectivités. 5e question, l'égal accès des citoyens aux services publics vous paraît-il menacé par le développement de la différenciation territoriale? Bon, cette différenciation désigne, vous le savez, l'attribution par la loi des compétences spécifiques à une collectivité territoriale ou la capacité des collectivités territoriales à exercer de manière différente une même compétence. L'égal accès des citoyens aux services publics est un principe défendu par l'article 1er de la loi de février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, et portant différentes mesures de simplification, la fameuse loi 3DS que vous connaissez certainement. La différenciation ne peut se faire que dans le respect du principe d'égalité. C'est un point fondamental propre à cette différenciation. Donc l'égal accès aux services publics n'est pas menacé, de notre point de vue, sous réserve du maintien d'une politique nationale de péréquation et d'aménagement du territoire. Les deux vont ensemble de notre point de vue. Et enfin, la dernière question, Monsieur le Président. À la suite des communes, des départements et des régions, faudrait-il ajouter les actuels établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, à fiscalité propre, à la liste des catégories de collectivités territoriales, leurs présidents pouvant être élus au suffrage universel direct? Donc là, on a longuement débattu et échangé sur ce point particulier. Les strates administratives sont aujourd'hui nombreuses, et les citoyens nous le rappellent souvent. Leur complexité a même appelé à la naissance du terme désigné de millefeuille administratif. Dans cette logique, le groupe Renaissance est réservé, par conséquent, quant à la création d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales que seraient les intercommunalités, et a fortiori lorsque l'on considère que les EPCI sont aujourd'hui l'émanation des communes. C'est le principe essentiel que vous connaissez bien évidemment. Cependant, on est favorable à l'organisation d'un débat à l'échelle locale sur les projets métropolitains ou intercommunaux. Dans l'esprit des questions précédentes, vous l'avez compris, souplesse, coopération, discussion, dialogue, ce sont les clés de notre point de vue de la bonne marche de nos collectivités. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas relancer le débat sur les compétences obligatoires et facultatives des EPCI et demeurons favorables à la possibilité pour les communes de transférer des compétences à l'EPCI sans caractère obligatoire ou à certains syndicats, l'eau, l'assainissement, de persister au sein des EPCI pour des raisons d'efficacité, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Et je précise pour ceux qui se seraient posé la question que, en tant qu'apparenté au groupe Renaissance, comme vous d'ailleurs, Madame la Vice-Présidente, j'ai participé à la discussion sur l'élaboration de ces réponses et qu'elles m'engagent aussi pour partie.
j'ai enlevé quelques minutes ma casquette de président de la délégation et cette neutralité qui sied à cette fonction. La parole est au groupe de la France Insoumise et à Madame Catherine Couturier, députée de la Creuse. Merci, Monsieur le Président. Collègues, peut-être en préambule, vous l'avez abordé, Monsieur le Président, nous avons justement travaillé déjà sur ce sujet de la décentralisation, le groupe de travail, nous avons mené des auditions et nos homologues du Sénat de même. Et malheureusement, le 3 novembre, le chef de l'État a confié à Éric Woerth de mener une mission spéciale sur la décentralisation et la simplification territoriale, excluant la diversité des groupes politiques. Je le regrette et d'ailleurs, Monsieur le Président, je vous en avais fait part. C'est une forme de mépris pour le travail des parlementaires. J'espère néanmoins que cet échange et aussi nos écrits que nous avons transmis aux questions permettront de nourrir la mission. Je vais maintenant donc en venir sur le questionnaire. Pour ma part, je ne répondrai pas à question par question, mais un peu sur les thèmes. S'agissant de la question de l'organisation des différentes strates de collectivités, nous affirmons notre volonté de préserver le triptyque communes, départements et régions, et en particulier de réaffirmer le rôle des communes comme cellule de base de la démocratie locale. Pour bon nombre de nos citoyens, la commune, c'est la première porte d'entrée du service public de proximité. La commune représente la République aux yeux des citoyens. Les élus sont en contact direct avec les habitants, leur quotidien et leurs difficultés. Malheureusement, nos communes souffrent d'augmentation de dépenses avec une diminution des moyens. Nous réaffirmons donc notre volonté d'indexer la DGF sur le niveau de l'inflation. En ce qui concerne le département, nous pensons que leurs périmètres sont pertinents pour organiser un maillage équilibré du territoire et assurer des services publics accessibles à la population. Nous nous opposons donc fermement à la suppression du département. Il nous paraît toutefois nécessaire de réformer leur mode de financement pour plus de cohérence et de justice sociale. Pour ce qui est des régions, nous nous opposons aux méga-régions qui ont accentué le sentiment d'éloignement des institutions et de perte de cohérence de l'organisation territoriale. Ces méga-fusions n'ont même pas permis de réaliser des économies. La Cour des comptes a même estimé un coût dépassant les 200 millions d'euros. Il nous apparaît donc pertinent de redécouper les régions à partir des sous-bassins versants. Concernant les intercommunalités, nous tenons à rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales au regard de l'article 72 de la Constitution et qu'elles ne doivent pas le devenir. Les intercommunalités doivent rester des espaces de coopération intercommunale choisis dans leur périmètre et leurs compétences. Nous ne nous opposons pas à l'intercommunalité, mais seulement à l'intercommunalité à marche forcée. Dans cette logique, nous défendons la suppression des métropoles technocratiques, la fin de l'obligation d'appartenance des communes à des intercommunalités, la fin des transferts de compétences obligatoires, comme pour l'eau et l'assainissement, et nous sommes contre l'élection directe par les citoyens des présidents d'intercommunalités, car ce sont les communes qui y sont représentées. Trop souvent, l'intercommunalité est subie par les élus, et d'autant plus avec un cadre législatif instable, entre la loi 3DS, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, et j'en passe. Les élus n'ont de cesse de s'adapter à des nouvelles normes qui ne visent qu'un objectif, l'austérité budgétaire. En ce sens, notre groupe parlementaire s'oppose à la remise à l'ordre du jour du conseiller territorial, annoncé par le Premier ministre. Le conseiller territorial, c'est une chimère proposée par Nicolas Sarkozy qui vise à remplacer les conseillers départementaux et régionaux par un seul conseiller siégeant dans les deux assemblées. Derrière la réduction du nombre d'élus se cache une volonté de réduire le nombre de strates, comme le prévoit la lettre de mission adressée à Éric Woerth.
Cette réforme signerait la mort cérébrale du département, car la double responsabilité des élus devant deux chambres risque de favoriser l'échelon le plus riche et le plus grand, au détriment des petits départements, comme le mien, la Creuse face à la métropole bordelaise, dans cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, s'agissant de la question de la différenciation, le groupe parlementaire de la France Insoumise tient à réaffirmer sa ferme opposition à toute forme de différenciation dans l'application de l'exercice des compétences ou des normes législatives. En se détachant des principes d'égalité, d'indivisibilité et d'uniformité de la loi, la différenciation ne fait qu'empirer les inégalités et les fractures locales préexistantes, participant d'une même sorte de concurrence entre les collectivités. À ce titre, notre groupe parlementaire s'oppose frontalement au fait que les collectivités puissent se saisir de compétences ne relevant pas de leur catégorie. Nous nous opposons aussi au fait que les collectivités puissent choisir elles-mêmes leur organisation territoriale. La loi doit être la même pour tous. L'article 1 de la Constitution est clair. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. La France doit rester un État décentralisé, mais ne pourra jamais être un État fédéraliste. Mais alors, quelle doit donc être la réforme territoriale apportée ? Le groupe parlementaire de la France Insoumise défend un renforcement du rôle de l'État et en particulier du rôle des préfectures. Plutôt que la décentralisation, nous préférons la déconcentration, c'est-à-dire l'application territorialisée de la politique de l'État. L'État, en tant qu'entité souveraine, doit assurer l'égalité d'accès des citoyens aux services publics sur tout le territoire de la République, et cela sur toutes les missions régaliennes et essentielles de l'État. De toute urgence, nous devons recréer des services publics sur tout le territoire. Il nous faut plus de services postaux, de gares de proximité, de nouveaux hôpitaux, des services municipaux, des écoles de proximité, avec du personnel formé, devant chaque citoyen, comme nous l'avons fait voter dans notre niche parlementaire. Collègues, j'espère que nos échanges seront constructifs et que vous retiendrez nos propositions. Opposons-nous à la différenciation qui met toutes les collectivités en concurrence. Opposons-nous à la suppression de nouvelles strates de collectivités. Notre État doit rester une république déconcentrée avec un pouvoir régalien fort qui assure des services publics pour tous nos concitoyens partout sur le territoire. Merci. Merci, chers collègues, d'avoir d'une part, malgré tout, répondu aux questions, nonobstant ce que vous aviez dit, d'avoir tenu le temps. Vous avez même 2 minutes 30 d'avance. Et si j'étais taquin avec vous, je vous dirais que utiliser cette verbe toujours et jamais dans une prise de parole sur l'organisation territoriale du pays, c'est aussi dangereux que de les utiliser dans un cadre intime. Alors, toujours et jamais en matière politique, c'est comme en amour, ça a des chances d'être trompé. On passe à la parole suivante sur le groupe des Républicains. Je crois que c'est notre collègue député du Rhône, Alexandre Vincendet, qui va présenter ses réponses. Merci, Monsieur le Président. Je vais être assez succinct et essayer de tenir dans les 10 minutes sur ce sujet ô combien complexe. Sur la question numéro 1, concernant l'hypothèse d'une suppression d'une des 4 strates actuelles, il nous semble que la question n'est pas posée dans le bon sens. Une grande réforme de l'organisation territoriale marquant une nouvelle étape de la décentralisation doit nécessairement d'abord s'appuyer sur un cap idéologique pour réussir. C'est une fois ce cap fixé qu'il conviendra ensuite de décliner les mesures qui en découlent. Depuis son élection en 2017, le président de la République n'a eu de cesse de relancer son projet de réforme territoriale sans parvenir à le concrétiser, malheureusement faute de consensus. À ce titre, le président a chargé Éric Woerth d'une mission parlementaire de 6 mois sur la décentralisation, dont l'un des axes est de réfléchir à la simplification de l'organisation territoriale en vue de réduire le nombre de strates décentralisées, aujourd'hui trop nombreuses. Cette question de la suppression de l'une des strates existantes est un vieux serpent de mer du débat sur l'organisation territoriale et à ce stade, les députés et les Républicains n'y sont pas favorables. En effet, l'organisation territoriale actuelle, bien qu'évidemment perfectible, ne nous paraît pas mériter le traitement de choc esquissé en initiant une réflexion sur la suppression des départements. Par ailleurs, face à des régions de plus en plus lointaines, notamment depuis la fusion de 2015, les Français conservent un attachement fort à leur département dont la carte n'a guère évolué
depuis 1790. De plus, la crise du Covid-19 a récemment rappelé l'importance et la complémentarité des différentes strates qui ont œuvré de concert avec l'État pour assurer une organisation rapide dans un contexte inédit. Plutôt qu'une grande transformation de notre organisation territoriale, dont on devine qu'elle relève surtout de la volonté présidentielle de laisser une trace durable, les députés LR proposent de travailler à des propositions pragmatiques. Nous proposons notamment de consacrer l'intercommunalité de projet au lieu d'une intégration intercommunale uniforme et subie, et de soutenir les formes choisies de coopération locale, garantes d'une libre administration effective. Les Républicains sont également ouverts à ce que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent au sein des intercommunalités par des accords locaux qui fixeront librement les compétences partagées. Concernant le conseiller territorial, cette proposition a été portée par le président Sarkozy dans la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. La création de ce conseiller territorial siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional, elle visait à apporter une réponse efficace aux besoins de souplesse que posait la concurrence à l'époque entre les départements et les régions. Cependant, le découpage territorial opéré en 2015 sur les régions, réduisant ainsi leur nombre et augmentant leur taille, est venu re-questionner l'utilité de l'instauration d'un conseiller territorial unique. De plus, la création d'un conseiller territorial en 2010, qui n'était pas une promesse, mais qui a été effective, a rapidement été abrogée en 2013 par François Hollande, sans même avoir eu le temps d'être appliquée, donc évaluée. C'est le symbole d'ailleurs de l'enchaînement à un rythme effréné des lois d'organisation territoriale de ces dernières années, la réforme des collectivités territoriales de 2010, la loi MAPTAM en 2014, sur les métropoles, j'y reviendrai, la loi NOTRe en 2015, la loi 3DS, et aujourd'hui la majorité d'ailleurs des élus locaux, quand on les questionne, réclament plutôt une pause, une stabilisation, plutôt qu'un nouveau Big Bang. Pour autant, si le conseiller territorial venait à être mis en place, quel serait alors le mode de scrutin ? Nous sommes fermement opposés à l'instauration d'un scrutin proportionnel, et rappelons notre attachement évidemment au scrutin majoritaire aux élections. Sur la question 3, pour les Républicains, la seule boussole sur ce sujet est le renforcement constant de l'efficacité de l'action publique locale et donc le renforcement du principe de subsidiarité. Dans les faits, il est courant qu'en fonction des territoires, l'échelon approprié d'exercice diffère car nul ne sait mieux que les élus locaux eux-mêmes à quel échelon une compétence doit être exercée. À l'inverse, il est vain et inefficace pour le législateur de vouloir régler uniformément l'ensemble des situations pouvant se présenter. C'est pourquoi nous soutenons qu'il soit possible pour les communes de modifier la répartition des compétences à la carte, par accord local, pris à l'unanimité ou à une forte majorité qualifiée, des conseils municipaux et du conseil communautaire ou métropolitain, de l'EPCI à fiscalité propre. Bref, c'est encourager la contractualisation. C'est le sens des intercommunalités d'être des outils communautaires entre les communes, et nous soutenons la libéralisation des règles des intercommunalités. Sur la question 4, la loi NOTRe est venue supprimer la clause générale de compétences pour les départements et les régions. La position du groupe que je représente est de conserver la clause de compétence en plein lorsqu'elle existe, en permettant à la seule collectivité responsable d'intervenir sur le champ des compétences qui lui a été attribuées. En ce qui concerne les compétences partagées, nous sommes ouverts sur le fait de laisser la possibilité aux autres collectivités d'intervenir en bonne intelligence. En revanche, nous sommes opposés aux tutelles d'une collectivité sur une autre dans le cadre de l'exercice des compétences, mais favorables à un exercice souple de ces compétences. Enfin, nous réaffirmons la nécessité, pour être efficace, que toute réforme de notre organisation territoriale apporte au préalable des réponses claires à la question du financement des collectivités territoriales. Sur la question 5, concernant l'égal accès des citoyens aux services publics, dans le cadre de la différenciation territoriale, il faut d'abord rappeler que l'inégalité dans l'accès des citoyens aux services publics existe déjà dans un système uniforme et centralisé. Le premier article de la loi 3DS est venu instaurer un équilibre entre, d'une part, la liberté de différenciation entre les collectivités et, d'autre part, le principe constitutionnel d'égalité. La possibilité de différenciation n'est pas nouvelle. La loi NOTRe de 2015 avait déjà ouvert cette faculté, notamment pour les régions, pour les départements d'outre-mer. La loi 3DS, dont la différenciation constitue le premier D, a étendu cette possibilité à tous les départements. Si le principe de différenciation est mis en place, il devra permettre le libre arbitre des collectivités territoriales et non être imposé par un échelon supérieur, comme c'était le cas pour les intercommunalités. Il sera également nécessaire de proportionner cette différenciation en préservant l'équilibre entre une unité nationale et l'autonomie locale. Enfin, il nous semble que le développement de la différenciation territoriale apporte une mauvaise réponse à un vrai problème, celui de l'inflation normative. J'en finis avec la question 6, concernant l'élection pour les EPCI au suffrage universel direct. Je parle, sous le contrôle d'Anne Bonira, en expert en
en tant que député sur la métropole de Lyon. Alors je le dis tout de suite, si vous voulez continuer à appliquer une mauvaise idée, appliquez le modèle de la métropole de Lyon, qui est le modèle qu'il ne faut pas appliquer, puisque vous arriverez sur des territoires à avoir une bagarre de légitimité entre les maires qui sont aujourd'hui les élus les plus reconnus, les plus respectés, et les élus aujourd'hui de la métropole, qui sont peu connus, mais qui bloquent tous les maires. Ce matin encore, sur une des communes, des 58 communes de la métropole de Lyon, vous avez des maires qui se sont vus imposer des modifications de voirie sans leur accord. Et aujourd'hui, vous avez 48 maires sur 59 qui souhaitent changer le modèle métropolitain, ou même si c'est de façon un peu provocante de le dire, sortir de la métropole. J'ai été un de ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des situations complètement ubuesques, où vous avez des maires qui ne siègent pas dans la métropole de Lyon, qui siégeront sur une intercommunalité classique, mais qui voient par contre, donc ils ne siègent pas dans l'intercommunalité, pour autant, ils peuvent avoir un vice-président dans leur opposition qui a perdu les élections municipales, mais qui a gagné les élections métropolitaines, et qui siège donc dans l'opposition et qui combat le maire au sein de son propre conseil municipal avec les compétences qui sont celles de l'intercommunalité. On marche un peu sur la tête. Donc là, je vous le dis clairement, c'est même pas un questionnement. Est-ce qu'il faudrait peut-être que c'est un non ferme et définitif, et je pense qu'on peut vous parler en tant qu'expert sur le territoire. Je vous remercie. Oui, c'est un cas très singulier et qui n'est pas d'ailleurs très représentatif des métropoles au sens large du point de vue de leur fonctionnement politique. Je dis ça, je ne suis pas suspect d'être un élu métropolitain, mais ce qui est assez frappant quand on regarde les intercommunalités et la manière dont elles sont regardées par nos concitoyens, c'est que dans les métropoles, les intercommunalités sont bien identifiées. La métropole est bien identifiée comme un acteur politique fort, ce qui est beaucoup moins le cas au fur et à mesure quand on va dans les territoires ruraux. C'est là que l'interco est en général moins identifié et moins considéré comme un acteur politique légitime, ce qui peut être questionné, mais ce qui est une réalité de sondeur, en tout cas. La parole est au groupe socialiste et à la vice-présidente Christine Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme. Avant de répondre aux questions, si j'ai encore du temps, je vais avoir des propos en préambule un peu longs, mais je pense essentiels, et ça rejoint la première remarque peut-être de mon collègue Allaire. C'est que notre organisation territoriale, la répartition des compétences, le mode d'élection des élus et les ressources doivent découler d'une vision d'ensemble et cohérente de la décentralisation, et que cet exercice n'est pas aisé dans la mesure où le président de la République lui-même n'a pas donné de vision ni d'orientation quant à sa conception de la décentralisation. Du coup, c'est ce que nous avons essayé de rédiger en préambule. Et aussi de demander à ce que notre délégation travaille plutôt en ce sens, plutôt que d'émettre un avis sur des mesures qui peuvent au final ne pas être cohérentes en répondant à ces questions. Alors, en premier lieu, on doit se poser la question de l'objectif poursuivi par tout projet de réforme de la décentralisation. On considère que toute réforme doit permettre d'offrir à l'ensemble de nos concitoyens, quels que soient les territoires, un meilleur niveau et un égal niveau de service public. C'est cet objectif-là qui doit nous guider, et il n'est pas exclu que la poursuite de cet objectif génère seulement, dans un second temps, une meilleure fluidité de l'action publique et des économies. Et cet objectif suppose deux conditions préalables. Il faut garantir à chaque collectivité un niveau de ressources permettant de faire face aux dépenses publiques induites par l'exercice des compétences obligatoires, et il faut donner à la main des collectivités territoriales des outils fiscaux leur permettant d'aller plus loin au niveau du service rendu à leurs usagers, toujours sur leurs compétences obligatoires, mais aussi optionnelles ou facultatives. Ces deux conditions nécessitent de redonner une véritable autonomie financière et fiscale. Or, depuis 15 ans, cette autonomie a été progressivement grignotée. Elle a été grignotée d'abord en 2009 avec la suppression de la taxe professionnelle et la création de la CET, avec l'intégration des compensations d'exo d'imposition aussi dans les variables d'ajustement. Elle a été grignotée ensuite entre 2014 et 2017 avec le redressement aux finances publiques, avec une réduction de la DGF de 9 milliards d'euros. C'est cette dynamique de grignotage, si j'ose dire, elle s'est poursuivie sous la précédente majorité avec la suppression progressive de la CVAE et la suppression de la taxe d'habitation. La Cour des comptes elle-même, dans son fascicule de 2023, reconnaît que l'évaluation quantitative de l'autonomie financière est peu opérante. Et elle rappelait, et là je la cite,
De manière générale, la perte de pouvoir fiscal des élus semble remettre en cause l'un des attendus des lois de décentralisation, selon lequel le transfert d'impôts aux collectivités devait renforcer la démocratie de proximité et le consentement à l'impôt. C'est pour ça que nous pensons qu'une refonte globale des ressources des collectivités apparaît ainsi essentielle. Ensuite, pour offrir un meilleur service public aux usagers, nous posons comme objectif à toute réforme la question de l'organisation territoriale. La présence de l'État recule chaque jour un peu plus, là aussi depuis 15 ans, dans nos territoires. Et les collectivités, forcément, ayant horreur du vide, ont cherché à le combler, ce vide, en développant notamment la différenciation dans les territoires. Alors, avec cette différenciation, tout dépend ce qu'on met derrière ce terme, d'ailleurs, de différenciation, nous pourrons peut-être répondre au plus près aux besoins exprimés par les habitants et aux spécificités des territoires. Mais attention, je le dis, il ne s'agit évidemment pas d'un saut fédéral. Ces collectivités ne seraient pas libres d'édicter des normes environnementales ou de construction, ou même de définir, par exemple, le contenu d'un manuel scolaire. L'État fixerait le cadre réglementaire et un socle pour chaque compétence transférée à l'échelle nationale afin d'assurer à chaque citoyen une égalité de traitement. En revanche, les collectivités qui souhaitent aller plus loin sur des services rendus ou disposer des moyens de gérer ou d'aménager des espaces économiques ou naturels différemment pourraient le faire. Ce principe d'adaptation à la réalité des territoires suppose également une possibilité de réorganisation territoriale là où ça paraît pertinent. Mais là encore, l'État devra veiller à ce qu'une telle liberté ne vise pas à concentrer les territoires riches ou pauvres au sein d'ensembles homogènes, et on a eu quelques exemples, car c'est bien la logique d'une meilleure solidarité territoriale qui doit être poursuivie. En conclusion, sur ce préambule et sur la vision de la décentralisation et sur cette question, à mon avis, préalable que nous devrions nous poser, je dirais que garantir une réelle autonomie financière et fiscale aux collectivités pour offrir plus et mieux de services publics, permettre une organisation des compétences fluidifiées et des organisations territoriales alternatives là où elles sont plus pertinentes, tels devraient être pour nous les objectifs d'une réforme de la décentralisation. Alors, comme il me reste du temps, je vais prendre les questions. Alors, sur la question numéro 1, la suppression des strates, et en cohérence avec peut-être le préambule quand même, aucune suppression de strates par principe ou par calcul économique ne nous semble pertinente. Par contre, faciliter les coopérations entre les différents niveaux de strates sur les compétences connexes ou celles qui seraient susceptibles d'exercer ensemble à la suite d'un transfert de compétences sur la base du principe de subsidiarité nous semble être une bonne chose. Sur la deuxième question, le conseiller territorial, la situation a changé par rapport à la proposition de Nicolas Sarkozy, ça a été dit avant moi. Et donc, je pense aujourd'hui que la question ne doit plus être posée, ne se pose plus, encore une fois, compte tenu de l'évolution des transferts des compétences et compte tenu surtout de la création de ces grandes régions qui arrivent à maturité. Et les élus, et ça a été dit, sont en demande de stabilité, mais je pense que les citoyens aussi sont eux aussi en demande de stabilité. Donc, si le redécoupage des régions avait été peut-être envisageable, il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt, mais pas après 7 ou 8 ans de fonctionnement. Mea culpa collectif des élus socialistes. Si avec le recul, cette réforme à laquelle nous nous étions opposés pouvait avoir une pertinence en 2012 avec les 22 régions, aujourd'hui elle n'est plus envisageable, nous semble-t-il, à 13 régions. Sur la question numéro 3, la définition de l'organisation territoriale par les élus locaux eux-mêmes, nous défendons, dans le propos liminaire que nous avons écrit, cette possibilité, dès lors qu'elle permet d'améliorer l'action publique, la solidarité interne aux collectivités, et donc aux territoires fusionnés, et qu'elle se fasse sur un territoire pertinent. Mais ça suppose la mise en place de garde-fous.
Elle ne doit pas entraîner une ghettoisation des territoires concernés par le regroupement excessif de territoires riches, par exemple, leur permettant de s'extraire de la solidarité territoriale, ou par l'affaiblissement du territoire limitrophe du futur ensemble. Nous avons déjà pu exprimer notre réserve sur la fusion de communes urbaines riches en communes nouvelles, loin de l'esprit, et je suis bien placée puisque j'avais porté ce texte avec M. Pélissard sur les communes nouvelles à l'origine, loin de l'esprit qui présidait à ce dispositif. J'ai en tête la fusion, par exemple, d'Annecy. Deuxième garde-fou, l'organisation doit être préalablement soumise à un référendum local pour interroger les habitants touchés par le changement de périmètre. On pense que l'adhésion des citoyens est un préalable. Troisième garde-fou, les compétences de la nouvelle collectivité, en accord avec le renforcement du principe de subsidiarité que nous portons, doivent permettre le rendu d'un meilleur service public, sinon ce n'est pas la peine, évidemment. Question numéro 4 sur reconnaître par la loi le droit de s'emparer d'une compétence qui ne relèverait pas de sa catégorie. Il nous semble souhaitable qu'une collectivité puisse exercer dans un cadre contractuel une compétence exercée par une collectivité de rang inférieur lorsque celle-ci y consent. Donc, en gros, c'est sur la base du volontariat. De la même manière, une collectivité qui doit pouvoir se voir transférer ou déléguer une compétence de l'État sur son territoire lorsqu'elle estime pouvoir être en capacité de mettre en œuvre cette compétence de manière plus efficace, plus cohérente, doit être possible. Cependant, l'État doit veiller à ce que cette différenciation s'inscrive dans le cadre du respect d'un cadre législatif et réglementaire national, encore une fois, qui garantisse un égal traitement des citoyens sur le territoire. Et je n'aurai pas le temps de répondre à la question 5 et 6, mais je suppose, Monsieur le Président, que nos questionnaires les réponses vont circuler. Merci. Merci, Madame la vice-présidente. La parole est au vice-président de la délégation, Frédéric Valletoux, député de Seine-et-Marne. Monsieur le député. Oui, merci beaucoup. Alors, un propos peut-être introductif, moi aussi, en essayant d'être concis, simplement pour rappeler quelques convictions et une pétition de principe. D'abord, il faut le dire, même si c'est une évidence pour beaucoup, notre conviction au groupe Horizon, c'est que la commune reste la brique fondamentale de notre vie démocratique et donc de l'architecture décentralisée des pouvoirs publics tels que nous voulons la porter. La deuxième chose, c'est que les collectivités participent aux côtés de l'État à l'intérêt général et donc, c'est notre deuxième conviction, dans un système décentralisé sain, l'État doit faire confiance aux collectivités locales pour, en complémentarité avec lui, de manière à mettre en œuvre les politiques dont ont besoin les Français. Le corollaire de la confiance, c'est la responsabilité, et donc ça veut dire accepter le principe de subsidiarité, et c'est ce qui guide les propositions qui sont les nôtres. Seul ce qui peut ne pas être mis en œuvre le plus efficacement par le niveau le plus proche des citoyens doit être exercé par la strate supérieure. Cela signifie aussi donner aux collectivités les moyens d'exercer les compétences qu'elles exercent grâce à un lien fiscal qui est aussi un lien démocratique avec leur population et leurs entreprises. La responsabilité, enfin, c'est aussi pour une collectivité exercer ses compétences, toutes ses compétences et rien que ses compétences, le cas échéant en coopération volontaire avec d'autres niveaux de collectivités locales. Enfin, l'organisation administrative et démocratique de notre pays pourrait mieux fonctionner en reposant sur une logique de couple, le couple département-région, le couple commune-intercommunalité. Ces couples ont entre eux des liens fonctionnels et démocratiques à approfondir. Alors, une fois posés ces quelques principes rapides, venons-en aux questions, et notamment la première question qui concerne la suppression d'un des 4 strates en vigueur. Notre conviction, c'est que oui, il faut simplifier et supprimer des strates. Pour autant, ça va dépendre des objectifs qui sont recherchés dans une approche décentralisée telle qu'elle sera posée. Il n'y a pas de pétition de principe à se dire que le département, la région ou l'intercommunalité, puisqu'on a posé en préalable le principe que la commune était intouchable, si on peut dire ça comme ça, doivent être supprimés. Ça va dépendre du schéma de décentralisation qui est porté, mais très clairement, nous souhaitons une simplification dans aujourd'hui un empilement institutionnel
que plus personne ne comprend et que souvent d'ailleurs plus personne ne sait vraiment bien expliquer, notamment dans ces transferts financiers et dans les enjeux financiers qui sont liés au fonctionnement de chacune des strates. Il faut tirer des leçons des fusions de régions incontestablement. Selon nous, elles n'ont pas permis d'économie financière. Elles ont éloigné symboliquement, là où elles ont été faites, les lieux de décision des habitants. Et donc, le besoin de solidarité, de proximité doit être mieux peut-être pris en compte. Et donc, cela doit être posé. Alors, néanmoins, et c'est un lien avec la deuxième question, nous croyons beaucoup dans l'intérêt du conseiller territorial tel qu'il avait été voté avant d'être détricoté dans cette maison. Intérêt du conseiller territorial parce que là aussi, il garantit je dirais, une cohérence d'approche et de déclinaison des politiques confiées à l'échelon départemental et à l'échelon régional. Cohérence parce que assumée par les élus. Et on sait qu'aujourd'hui, et ce sera d'ailleurs un sujet que j'évoquerai un peu plus tard, ces échelons, départements et régions, sortent souvent des compétences qui sont les leurs, par souci d'affirmer leur existence, par souci d'affirmer leur identité, par souci d'affirmer leur proximité avec les préoccupations des habitants, et ce qui a conduit à la confusion que l'on constate aujourd'hui dans notre modèle de décentralisation. Donc oui, au retour du conseiller territorial, en étant bien sûr vigilant à son mode d'élection, afin de lui assurer une pleine légitimité pour assurer une fonction responsabilité importante. On part du principe que ce qui se passe à Paris, où le Conseil de Paris siège souvent en formation conseil municipal et parfois en formation conseil départemental, si on peut dire ça comme ça, en tout cas exerçant les fonctions qui sont propres ailleurs d'un département, ne nuit pas à la qualité du débat démocratique à Paris. Pour la question 3, pourrait-on laisser les élus locaux, dans un cadre fixé par la loi, définir eux-mêmes leur organisation territoriale? Là encore, non, j'ai éteint le micro. Nous répondons oui et 3 fois oui. Pourquoi? Parce qu'il serait temps de mettre en œuvre le principe d'expérimentation qui a été introduit dans la Constitution française en 2004 et qui, malheureusement, n'a pas encore trouvé à être réellement concrétisé. Ce principe était de dire que les collectivités, les territoires, selon des modalités bien sûr imprécisées par la loi, pouvaient expérimenter des compétences, enfin l'exercice de compétences, donc aussi des organisations territoriales, les gouvernements successifs, sans doute les collectivités locales aussi, sont très peu saisies de ce principe constitutionnel, ou peut-être il n'a pas trouvé sa concrétisation pratique, mais en tous les cas, ce principe a été posé, et malgré tout, il faut aujourd'hui le mettre en œuvre. Et donc, le lien au principe de subsidiarité que j'évoquais, on pourrait tout à fait imaginer pouvoir avoir des organisations territoriales différenciées, charge à l'État, qui est garant effectivement de la, j'allais dire, de l'intérêt général, de l'équilibre du droit d'accès aux services publics, de la bonne déclinaison des politiques publiques dans les territoires, charge à l'État de veiller effectivement à ce que les compétences soient parfaitement mises en œuvre partout sur les territoires, selon des modalités qui donc resteraient propres à chacun des territoires qui souhaiteraient mettre en œuvre des organisations différenciées. La question 4 concerne la compétence qui ne relèverait pas de sa catégorie. Là, nous souhaitons au contraire affirmer que, par dérogation au principe que j'évoquais, pourquoi pas, mais en tous les cas, ce que nous souhaiterions voir poser dans un modèle de décentralisation qui évoluerait, c'est que les collectivités n'ont définitivement pas le droit, si ce n'est la commune, de sortir des compétences qui lui sont données. La confusion aujourd'hui des interventions amène à ce que chacun fasse un peu tout, que le contrôle de légalité laisse faire, et que finalement chacun se mêle de culture, de sport, etc. On l'a vu sur des sujets de tourisme, on le voit sur des sujets de développement économique. Les départements n'ont plus la compétence de développement économique et pourtant ils continuent à l'exercer dans bien des endroits de manière souvent détournée. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc peut-être que poser l'interdiction de sortir des statuts, des compétences qui sont données, serait peut-être nécessaire pour
j'allais dire, encadrer l'enthousiasme des élus à toujours vouloir exister sur des champs qui sont spontanément pas les leurs. L'égal accès des citoyens aux services publics vous paraît-il menacé par le développement de la différenciation territoriale? Cette question, la réponse à cette question résulte de ce que j'ai dit juste avant, et donc ne me paraît pas menacé de ce point de vue-là. Charge à l'État, effectivement, d'être capable peut-être d'évaluer et d'accompagner les collectivités locales et d'être peut-être plus exigeant dans la réponse au contrôle de légalité qui sera fait. Enfin, concernant le suffrage universel pour oui, c'est la 6e question, le suffrage universel pour les présidents d'intercommunalité, là très clairement la réponse est non, de manière à ne pas casser la légitimité démocratique des communes, à garder l'efficacité de ce couple commune-intercommunalité que j'évoquais en introduction, tout en sachant qu'il y a un sujet. Le cas de Lyon a été évoqué par notre collègue Vincent Day il y a quelques minutes. On pourrait aussi parler de l'architecture autour de Paris et de la métropole parisienne, qui est d'une subtilité administrative qui, là encore, échappe à beaucoup, et d'une efficacité démocratique sans doute très mesurée. Donc il y a autour des grandes métropoles, effectivement, en tout cas Paris, Lyon, Marseille, mais il faudrait aussi peut-être se poser la question de Toulouse, puisque finalement aujourd'hui Toulouse est la 3e ville de France. Donc on voit bien qu'autour des grandes métropoles, ou en tout cas la 3e agglomération, autour des grandes métropoles, il y a à reposer la question des modes de scrutin de manière très claire, sans que ça vienne, j'allais dire, impacter l'ensemble des autres intercommunalités. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président, d'avoir rappelé qu'en région parisienne, il y a 5 strates, là où il y en a 4 d'habitude, et que c'est le cas le plus emblématique de superposition. La parole pour le groupe écologiste est à notre collègue Jean-Claude Rau, député de Loire-Atlantique. Merci, Monsieur le Président. Un petit propos liminaire également avant de répondre aux questions. Donc, ça a été redit tout à l'heure, les collectivités territoriales ont connu un mouvement permanent, des changements successifs qui ont produit une instabilité et sans doute aussi une fatigue des élus après la mise en œuvre de telles réformes, puis de telles réformes. Tout ça sans que nos institutions soient forcément plus démocratiques ou proches des citoyennes et citoyens, ou que celles-ci et ceux-ci sachent en fin de compte qui fait quoi. Donc quand on parle de décentralisation, il faut d'abord se demander pourquoi faire et dans quels objectifs, évidemment. Donc pour nous, le sujet, c'est comment améliorer les relations et coopérations verticales entre l'État et les collectivités et entre les collectivités agissant sur un même territoire, et horizontales entre les collectivités voisines d'un même échelon. Parce qu'on ne pourra pas s'attaquer à la justice sociale et à la transition écologique chacun dans son coin, parce que les enjeux environnementaux, notamment en termes d'investissement financier, sont tellement gigantesques que les politiques publiques doivent agir de manière concertée. Les défis sociaux et environnementaux recoupent différentes politiques publiques et ne rentrent dans aucun moule de répartition des compétences. Et dernier point, assurer une solidarité nationale et réduire les inégalités territoriales, décentralisées, ça doit évidemment servir à un grand projet qui est celui d'améliorer la vie des gens, partout, se déplacer, se nourrir, se loger, se soigner, accéder à la culture et aux loisirs, s'instruire. Tout cela à proximité et en tenant compte des spécificités des territoires de notre pays. Donc sur la question 1, nous tenions à dire que le débat public qui concerne la décentralisation porte très souvent sur la critique du fameux millefeuille territorial, question légitime, mais qui sert plus souvent à soutenir des objectifs de réduction de dépenses et de rigueur budgétaire, dont l'efficacité reste à démontrer, que ce soit pour les communes nouvelles ou les régions, qu'à défendre une vision de l'organisation territoriale de notre public et de la représentation et de la participation des citoyennes et citoyens à l'action publique locale. Donc le groupe écologiste s'oppose dans ce cadre qui suit la réforme du découpage géographique des régions, les fusions opérées par la loi de 2015, à toute suppression d'une strate territoriale actuellement en vigueur. Et si le département devait être la cible, tenons à rappeler que pour les territoires ruraux, il demeure souvent l'interlocuteur privilégié des acteurs locaux et des communes, souvent au détriment de grandes régions beaucoup plus distantes. Sur la question 2, instaurer un conseiller territorial commun entre départements et les régions, dans le cadre actuel, encore une fois, de la nouvelle carte des régions, pose de vrais problèmes quant à sa mise en œuvre pratique. Je ne sais pas si je dois reprendre l'exemple de l'Occitanie que tout le monde connaît bien.
Donc je ne vais pas forcément le détailler. En tout cas, le contexte territorial n'est plus le même qu'avant 2015. Les compétences des régions, des départements sont très différentes et les problématiques nombreuses pour chaque strate. Donc imaginer qu'un ou une élue puisse tout maîtriser est illusoire, d'où le risque de confier les affaires plutôt à l'administration qu'aux politiques. Donc cette fusion au sein du conseiller territorial risque aussi d'amener à une nouvelle forme de cumul des mandats, créant des conseillers à temps plein, éloignant aussi ces élus du terrain et du quotidien. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes opposés à la résurgence de cette idée d'un conseiller territorial qui soit commun aux départements et régions. Néanmoins, nous défendons la représentation proportionnelle comme norme pour l'ensemble des élections et proposons en conséquence une modification du mode de scrutin pour les élections départementales afin d'aboutir à un scrutin de liste à la proportionnelle qui puisse assurer une plus juste représentation avec un seuil électoral qui permettra toujours d'assurer une parité au sein de l'Assemblée délibérante. La troisième question sur l'ouverture du débat sur la suppression, la réduction des freins à la délégation de compétences par les collectivités territoriales entre elles. Si la loi permet déjà à une collectivité territoriale de déléguer une de ses compétences à une collectivité d'une autre strate, cela a été également rappelé, cette possibilité semble connaître un succès mitigé à ce jour. Le dispositif de délégation de compétences pose des garanties pour la collectivité qui l'entreprend, avec un exercice en son nom par la collectivité délégataire et une convention, évidemment, qui fixe une durée, des objectifs et des conditions de contrôle. Ce cadre est nécessaire, même indispensable à la bonne mise en œuvre de la compétence concernée. D'autres contraintes peuvent apparaître néanmoins comme des freins, l'existence d'exceptions à la possibilité générale de délégation, l'absence de cette faculté aux EPCI à fiscalité propre. Donc finalement, il s'agirait de parvenir à un juste milieu entre une définition descendante et uniforme par l'État des périmètres de compétences des collectivités et une liberté totale dans l'organisation territoriale qui mettrait fin à la lisibilité des responsabilités politiques. La question 4, reconnaître par la loi aux collectivités de s'emparer d'une compétence qui ne relève pas de sa catégorie correspond à l'esprit de la clause générale de compétence, qui n'est pas un droit des collectivités à faire tout et n'importe quoi, mais plutôt une habilitation à mettre en œuvre une action si et seulement si l'intérêt public local est en jeu et que cette action ne vient pas s'inscrire contre le domaine réservé d'une autre collectivité. La répartition des compétences entre les collectivités par la loi ne saurait être exhaustive et répondre aux réalités de l'ensemble des territoires. Je vais m'appuyer sur un exemple, la gestion locale de la crise sanitaire qui a montré que les collectivités territoriales savent entreprendre des actions dans des domaines qui ne sont pas le cœur de leurs compétences et de manière efficace par une présence et une connaissance solide de leur territoire et de leur population. Donc le groupe écologiste défend un retour de la clause générale de compétences pour toutes les collectivités territoriales. La complexité des défis environnementaux, sociaux et climatiques auxquels notre société est confrontée ne peut s'inscrire uniquement dans une grille de lecture juridique des compétences des acteurs publics. Nous savons qu'il est bien nécessaire, il est bien souvent nécessaire d'allier différents champs de l'action publique pour appréhender et agir de manière efficace sur les problématiques présentes dans les territoires. La problématique de l'interrogation sur la différence territoriale réside d'une part entre le principe d'égalité entre les citoyennes et citoyens, qui suppose une application uniforme des normes sur le territoire, et d'autre part sur le renforcement de l'égalité réelle par une correction des inégalités de fait permises par la différenciation territoriale. Ainsi, cette différenciation territoriale n'atteint son objectif que si elle aboutit à une amélioration du service rendu aux habitantes et aux habitants. Il est donc nécessaire de définir dans quel domaine et sur quelle politique publique une différenciation pourrait s'avérer pertinente, et au contraire, les compétences qui doivent demeurer nationales, soit pour des raisons de capacité de mise en œuvre, soit par l'application d'une égalité de principe. Pour ce faire, l'application d'un principe de subsidiarité se révèle utile. Les collectivités territoriales peuvent prendre des décisions d'application pour les sujets qui sont mieux mis en œuvre et plus efficaces à leur échelle.
On peut aussi engager un approfondissement des capacités de délégation de compétences entre collectivités territoriales. Et enfin, la co-construction des politiques publiques entre l'État et les collectivités territoriales est une démarche à promouvoir pour gagner en efficience. Donc, en tout état de cause, l'accroissement de la différenciation territoriale appelle à des moyens humains, techniques et financiers revalorisés pour mettre en œuvre l'élaboration d'une différenciation et assurer son application concrète. A contrario, conférer cette charge aux collectivités territoriales risquerait de conduire à un effet contre-productif d'accroissement des inégalités territoriales. Donc notre groupe reste cependant attaché à la lisibilité des politiques publiques et à la clarté pour les citoyennes et citoyens de l'acteur public responsable du champ de l'action publique. Et sur la question 6, sur la possibilité pour les EPCI de s'ajouter à la liste des collectivités territoriales, de fait, les EPCI, par leur fonctionnement et leurs compétences, ont presque toutes les caractéristiques des collectivités territoriales, hors le titre. Donc, nous ne sommes pas opposés à l'ajout des EPCI à la liste des catégories de collectivités territoriales, car cette inscription pourrait leur offrir des garanties nouvelles et supplémentaires, notamment de valeur constitutionnelle, libre administration, stricte compensation des charges, principe d'autonomie financière, droit de référendum, droit d'expérimentation, etc. Donc toutes ces garanties sont à même de revaloriser le rôle des EPCI à fiscalité propre dans leur champ d'action et de renforcer leur place auprès des habitantes et des habitants du territoire. Sur la question de l'élection, notre groupe s'interroge sur la pertinence d'une modification de l'élection des conseils intercommunaux distincte de celle des municipales. Et dans la mission qui est en cours avec ma collègue Anne Brunira, nous voyons que c'est un sujet qui revient très régulièrement sur la table de nos discussions, sans que pour l'instant nous n'ayons trouvé la solution miracle. Donc en tout cas, juste conclure en disant que cette élection, quelle que soit la forme qu'elle prenne, devrait permettre de parvenir à l'élaboration d'une vision, d'un projet de territoire par les listes candidates, plutôt qu'à une agglomération d'intérêts communaux qui rendent parfois ce choix impossible. Merci, chers collègues. Il nous reste encore 2 groupes. La parole pour le groupe démocrate et indépendant est à M. Emmanuel Mandon, député de la Loire. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Oui, j'ai le plaisir de m'inscrire dans ce débat et de prendre la parole sur un sujet qui est passionnant à bien des égards. J'allais dire un débat qui n'est jamais achevé, qui est toujours pendant. C'est la force, sans doute, de notre démocratie que d'inscrire à l'ordre du jour certains sujets et finalement de ne jamais conclure. On aurait pu conclure peut-être lorsqu'il y avait eu la grande loi de décentralisation, les grandes lois de décentralisation au début des années 80. Mais l'histoire a montré, évidemment, que beaucoup de choses ont évolué depuis. Et du coup, cela nous amène à considérer qu'il faudrait mieux, sans doute, réformer avec une certaine prudence. Mais la prudence n'exclut pas du volontarisme et sans doute aussi, je tempère, beaucoup de lucidité. Alors, nous ne croyons pas exactement à la notion de Big Bang, mais je crois que d'ailleurs autour de la table, peu d'orateurs se sont avancés sur ce terrain-là. Nous demandons à prendre en considération l'aspiration à la stabilité qui est exprimée par, je crois, énormément d'élus territoriaux et nos concitoyens. Et puis peut-être aussi qu'on ait ce respect des légitimités locales qui sont importantes parce que finalement on ne fait pas les choses qu'à coup de boutoir et il est important de se préoccuper de cet héritage, de ce bien commun que nous avons, c'est-à-dire une culture de la démocratie sur les territoires. Et je crois que finalement, ce questionnaire qui introduit quelques idées novatrices est un très bel outil pour, je crois, travailler. Et je voudrais vraiment vous remercier en tous les cas de nous permettre d'avoir ces échanges et ces réflexions. Alors, pour nous, il s'agit évidemment d'introduire quelques idées novatrices, mais aussi de rappeler notre attachement à cette
décentralisation. Et qu'est-ce que la décentralisation dans un contexte présent où la verticalité et la rapidité de l'information semblent finalement dicter sa loi et peut-être nous faire négliger ce travail par étapes, ces strates nécessaires dans la démocratie. Je voudrais dire que, bien sûr, on a l'idée de décentralisation, mais il faut penser en France que tout cela est construit à partir d'une pyramide de déconcentration. Ça a été d'ailleurs souligné. Nous pensons que la décentralisation est bien là pour libérer les énergies, les initiatives, mais la déconcentration est voulue aussi pour rapprocher l'État des territoires. Et je crois que l'un sans l'autre, ce n'est pas concevable en France. Nous sommes animés par l'idée que la simplification est indispensable. Alors évidemment, la simplification, c'est souvent un combat de tous les jours. Elle est toujours aussi relative. Elle est souvent attendue, réclamée, mais pas toujours au rendez-vous. Nous pensons aussi que dans les principes, il nous faut savoir travailler en termes d'évaluation. Et cela appelle, c'est une démarche d'expérimentation qui a derrière tout ça, qu'il faut savoir être agile et dans la souplesse. Il nous semble enfin que la différenciation territoriale, eh bien, elle apparaît aujourd'hui comme vraiment une tendance lourde qui s'est imposée, je crois, au cadre républicain et unitaire que nous connaissions. Alors cela suppose la différenciation, que l'on adhère à l'idée d'autonomie différente. Et là, on sait que c'est un grand sujet. Je pense bien sûr peut-être au débat qui a lieu en Corse, mais aussi sur d'autres territoires de la République. Nous pensons que la différenciation territoriale, c'est l'occasion peut-être de créer les conditions nécessaires pour permettre d'affirmer, d'amplifier la capacité d'adaptation et d'action de nos collectivités territoriales par rapport à des particularités de chaque territoire, bien sûr dans le respect d'un cadre républicain auquel je crois les Français sont très attachés, et ce principe républicain notamment d'égalité. On a aussi, je ne l'oublie pas, le respect d'un cadre constitutionnel, mais qui ne doit pas conduire à une vision un peu caricaturale du carcan unique, sans lequel il n'y aurait pas de salut. L'unité de la République, c'est peut-être pas ce que certains de nos collègues a décrit, et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit vigilant et prudent. J'en viens maintenant, bien sûr, aux questions telles qu'elles nous ont été posées. Alors, par rapport au département, je voudrais dire un petit mot à la faveur de la question numéro 1. C'est vrai que le département peut apparaître peut-être le maillon le plus faible parce que c'est celui qui subit sans doute le plus de contraintes aujourd'hui, quoi qu'on puisse en penser, puisque c'est un guichet extrêmement sollicité avec la compétence sociale. Et évidemment, je crois qu'il faut là aussi agir avec prudence. Et sachant que j'aime une formule, c'est-à-dire qu'on ne doit pas revenir à ce jardin à la française parfaitement dessiné et qui n'a plus de sens, à notre avis, par rapport à ce qu'on pouvait exprimer. Je voudrais aussi peut-être revenir sur l'idée que le département fait partie du bloc territorial. En fait, quand on parle du conseiller territorial dans la seconde question, on peut dire qu'il existe déjà. Les conseillers régionaux et les conseillers départementaux sont finalement des conseillers territoriaux. Et alors après, je ne me prononcerai pas sur l'innovation du Grand Paris, mais je crois que là, nous avons déjà une approche. Mais évidemment, on n'imagine pas sa réalisation de manière concrète, parce que pour celles ou ceux qui siègent dans ces collectivités, la masse de travail est telle que je ne vois pas comment, sur des territoires vastes, on peut agir. Alors évidemment, ça appelle la question évidemment du périmètre des collectivités. Et on redoute les grandes collectivités. Les grandes régions, c'est vrai, n'ont sans doute pas été découpées de la meilleure manière, puisqu'on a respecté finalement la maille départementale,
Et on a imaginé que le découpage révolutionnaire avait un avenir permanent. Donc là, je crois que c'était peut-être une gageure. Les méga-régions posent problème, c'est vrai, avec des périmètres discutables, je l'ai dit. Mais il est important peut-être de s'appuyer, si on veut considérer la pertinence d'un découpage, c'est de considérer les bassins de vie. Peut-être que l'arrondissement de l'État, d'ailleurs, n'est pas complètement étranger à cette réalité locale. Donc je crois qu'il y aurait aussi à réfléchir. Et quant à la métropolisation, c'est une tendance lourde, là aussi. On ne peut pas l'ignorer. Mais il faut tenir compte de la donnée temps, parce que le temps est important. Et le degré d'intégration montre à l'évidence que pour nos concitoyens, cela a plus ou moins de sens. Et on le voit pour les grandes métropoles. Elles se sont imposées parce qu'on franchit la limite communale bien souvent sans s'en rendre compte. Mais pour autant, nous sommes très attachés au bloc communal, à la réalité communale, je l'ai dit en introduction, à cette démocratie de proximité qui est la meilleure, la plus simple, la plus humaine, et je crois qu'on doit la défendre. Alors, sur la question 4, sur la clause de compétence générale, il y aurait évidemment beaucoup peut-être à dire. C'est dangereux sans doute de rayer d'un trait de plume les dernières évolutions, les évolutions successives. Je crois que ce qui est important, c'est peut-être de respecter aussi l'idée de subsidiarité, même si on est toujours en peine de la définir réellement, très concrètement, mais on sent que c'est une nécessité, qu'il faut que les niveaux de collectivité apprennent à travailler avec intelligence. C'est par exemple ce qu'on fait dans la contractualisation souvent. Et évidemment, tout ça, ça demande des équilibres assez subtils. Et j'allais dire, je fais la même réponse pour la question 5, pour l'accès aux services publics. Il n'est pas envisageable aujourd'hui d'avoir un seul et même service public partout, puisque c'est de la théorie. Le Code général des collectivités locales nous donnait un cadre, et selon la taille de la commune, selon l'importance de son... J'allais dire, la situation d'enclavement ou désenclavement n'est pas la même, et évidemment, le niveau de service n'est jamais le même, et le niveau de fiscalité non plus. Pour conclure, je voudrais vous dire que vous avez souhaité mettre un débat de grande importance. Il faut qu'on apporte une contribution. Nous souhaitons tenir compte des tendances lourdes, je vous l'ai dit, gagner en flexibilité et faire de l'aménagement du territoire qui était important, un aménagement du territoire à visage humain. Merci, chers collègues et monsieur le député. On termine... ce n'est pas le moindre, par notre collègue Benjamin Saint-Huil, le député du Nord pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vous rassure, je ne vais pas faire 10 minutes. D'abord parce que l'exercice de porter la parole du groupe UOT sur ces sujets de décentralisation confère parfois à l'équilibre permanent, et même si ça fait partie de mon job en tant que porte-parole de ce groupe, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués et que je veux être en style télégraphique pour revenir sur des sujets qui pourraient être considérés par certains comme irritants, mais qui me semblent essentiels. D'abord dire, mais je crois que certains s'y retrouveront bien, que la discussion de fond ne peut pas se décorréler, ça sera la suite de la discussion, nous nous retrouverons pour la Saint-Valentin, de la question de l'autonomie financière et fiscale, et que de parler d'organisation territoriale sans avoir à traiter globalement la vision, et je reprendrai les mots de Madame Pires-Beaune. Objectivement, aujourd'hui, la difficulté pour nous, c'est de répondre à des questions légitimes, saucissonnées pour l'exercice du jour, ce que je comprends parfaitement, sans qu'on puisse avoir une approche globale. Et en fait, la cohérence de la réponse 4 dépend de la réponse 2, qui est construite sur la vision d'ensemble. Donc, je le dis parce que il y a des réponses que j'apporte aujourd'hui qui pourraient bouger en fonction d'une vision globale qui serait portée. Si je prends la question de la clause de compétence générale, bah oui, je vais vous dire principe de subsidiarité, je vais vous dire il faut essayer d'avoir des accords locaux souples, machin,
Mais si tu as une volonté globale de fixer un cap nouveau qui rigidifie un peu les strates, la compétence exercée par les uns et les autres, bah, peut-être que la question de la clause de compétence générale, elle se poserait différemment. Je ferme la parenthèse pour dire que c'est pas toujours évident de faire des réponses naturelles sur un certain nombre de sujets. Sur la première question, sur les strates, de principe, on n'est pas favorable. On considère que si ça doit se faire sur la base du volontariat, rien d'imposé, et sans considérer que tout est à jeter dans l'hypothèse de strates gommées. Hein. Ça s'est passé en Corse, ça s'est passé en Martinique, ça s'est passé en Guyane. Quand c'est porté par l'échelon local, quand c'est porté par les élus en responsabilité, ça fonctionne. Quand ça vient d'en haut et que ça donne le sentiment de venir du marteau qui s'appuie sur le territoire, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Sur la résurgence du conseiller territorial, évidemment, tout a changé. Donc, reprendre la discussion sur la terminologie Sarkozy, je le comprends, parce que ce sont les mêmes mots, mais en réalité, tout a bougé. Donc, ce serait une erreur de le faire comme ça. Nous considérons qu'il y a un risque très, très construit de dilution du projet territorial. Je pense à l'échelon régional, par exemple. Si vous faites des conseils territoriaux, vous ferez, c'est sans doute mon itinéraire personnel qui parle, des barons locaux qui iront à l'élection sur leur nom, avec sans doute des engagements locaux, en disant si c'est moi qui ai la responsabilité, vous pouvez compter sur mon engagement pour tel sujet, dans telle commune, très bien. Mais la logique d'intérêt général et la logique du projet territorial d'ensemble, elle sera sans doute en grande difficulté. Nous considérons qu'à partir du moment où vous considérez qu'il faut garder les strates, il faut garder des mandats différents, parce qu'en fait, la toile de fond de l'époque, c'était surtout et avant tout une question d'économie d'échelle. Et que rentrer dans la discussion par le chat d'aiguille, c'est une hypothèse intellectuelle qui s'entend, mais qui, à mon avis, réduit largement la portée du débat. Sur la possibilité de laisser aux élus locaux eux-mêmes de définir l'organisation territoriale, je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il faut aborder ces questions avec souplesse et donc avec la volonté effectivement de permettre que le débat ait lieu, de faciliter donc les modalités de modification des limites territoriales, ou encore de revenir sur la consultation des citoyens. Je dis la consultation des citoyens parce que je ne sais pas à quel échelon, à quel niveau, dans quelles conditions, dans quelle pertinence il faut poser la question, mais la réalité de fond, c'est la question démocratique et la capacité à associer les citoyens et les électeurs. Sur la reconnaissance par la loi à toute collectivité de droit de s'emparer d'une compétence ne relevant pas de sa catégorie. Je vous ai répondu à l'instant. Le principe de base qui passe comme une porte obligatoire dans un slalom, c'est le principe de subsidiarité. Une fois qu'on a dit ça et qu'on pose ce jalon, oui, il peut y avoir sur la base des accords locaux une possibilité d'aller plus loin. Mais je pense que cette question ne peut pas se décorréler d'une discussion plus globale sur comment on voit la question de la décentralisation et l'organisation territoriale dans notre pays. Sur l'égal accès des citoyens aux services publics, bon, sans déconner et sans être accusatoire vis-à-vis des collègues, il y a un travail de fond considérable. Quand j'ai lu la question telle qu'elle est construite, je me suis un peu marré, parce que en réalité, oui, le principe actuel, c'est l'égal accès. L'égal accès, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, une fois qu'on dit il doit y avoir une possibilité de différenciation territoriale, il ne s'agit pas de remettre en cause la République elle-même, les principes fondamentaux, cardinaux de la République. Il s'agit de dire que la situation n'est pas tout à fait la même quand tu vis dans une grande métropole, quand tu vis dans la Creuse, quand tu vis en zone montagne, et que donc, évidemment, la spécificité territoriale qui est construite dans notre réalité républicaine, elle oblige de plus en plus à ce que nous soyons en capacité à de la haute couture. Et donc, la différenciation, elle fait partie des réponses qui doivent être apportées. Il doit y avoir un socle républicain rappelé avec force, et en même temps, la capacité, effectivement, à aller plus loin. Enfin, je veux dire un mot peut-être un tout petit peu plus long, Président, mais vous ne serez pas surpris, sur la question du suffrage universel direct, de la reconnaissance des EPCI en tant que tels, sur nos différents sujets, parce que je trouve dommage, jusqu'à présent, qu'on ait réduit les difficultés réelles de la vie dans les métropoles pour évacuer pour partie la question de la reconnaissance du suffrage universel direct dans les intercommunalités. Il se pose des problématiques de fond que le collègue Vincent Day, avec qui je partage un certain nombre de points de vue d'ailleurs, a évoqué. Moi, j'ai été président d'agglomération pendant 8 ans.
Le principal reproche qui est fait par la population, c'est on n'est pas concerté sur les grands sujets de fond, que vous fassiez un projet de zone d'activité, que vous décidiez de construire un centre aquatique. Tout cela nous échappe complètement. Que l'échelon local municipal, qui reste d'une pertinence de proximité absolue, ne permet pas le débat sur ces sujets-là, parce que celui ou celle qui est candidat avec sa liste à Biribi, les Alouettes, il veut convaincre les habitants de Biribi. Et quand il veut convaincre les habitants de Biribi, il est rarement enclin à construire et à porter un discours territorial de fond. Et du coup, moi j'entends dire tous les jours par les habitants, bon en fait, vous vous mettez d'accord entre vous. Après coup, c'est quand même la seule élection que je connaisse où on fait une élection sans campagne électorale, et une fois que nous avons été élus à l'échelle communale, bon, on se retrouve et on se dit, bon, est-ce qu'on est capable d'écrire un truc ensemble? Si on est capable, c'est les intelligences qui gouvernent. Si on n'est pas capable, c'est le rapport de force. Bon, le rapport de force, il se couple rarement à la question de l'intelligence. Donc moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a un déficit démocratique notoire, et que si les réflexions qui sont les nôtres aujourd'hui doivent conduire à une discussion plus large sur comment on répare le lien démocratique, la question sur ces sujets d'intercommunalité, elle est absolument essentielle, parce qu'aujourd'hui, sur bon nombre des sujets du quotidien, ça échappe complètement aux citoyens lambda, et moi je crois qu'on pourrait réparer un certain nombre de fractures à travers cet exercice, même si c'est une pièce du puzzle. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais essayer de résumer vraiment en quelques minutes. À la question numéro 1 sur la suppression d'une strate, on a une majorité de réponses contre, à l'exception du MoDem qui ouvre le sujet sur la suppression du département. Sur la question numéro 2, sur la résurgence du conseiller territorial, il y a, je dirais, une réponse ouverte du groupe Renaissance, une réponse ouverte du groupe Rassemblement national sous réserve de redécoupage des régions, une réponse favorable d'Horizon et des réponses hostiles de l'ensemble des autres groupes. Sur la question de la définition par les élus locaux eux-mêmes de l'organisation territoriale, réponse favorable avec parfois des nuances des considérants du groupe Renaissance, du groupe socialiste, du groupe Horizon, du groupe écologiste et du groupe Lyot. Donc il y a plutôt un bloc favorable à cette réorganisation territoriale à initiative locale, le cas échéant. La reconnaissance par la loi finalement d'un retour à la compétence générale des collectivités, réponse très majoritairement négative. Renaissance, Rassemblement national, LFI, LR, MoDem et Horizon, plutôt ouverte pour le groupe socialiste, le groupe écologiste et le groupe Lyot, mais plutôt dans le cadre de contractualisation entre les territoires. Sur la différenciation qui menacerait l'égal accès des citoyens aux services publics, là aussi des réponses plutôt majoritairement négatives, donc plutôt favorables à une logique de différenciation, mais qui n'est pas contradictoire avec le principe de solidarité nationale et de politique publique nationale, donc plutôt réponse favorable à la différenciation du groupe Renaissance, du groupe socialiste, du groupe Horizon, du groupe écologiste et du groupe Lyot. La reconnaissance des EPCI comme des collectivités de plein droit, réponse très majoritairement négative, sauf du groupe écologiste et du groupe Lyot, mais avec la nécessité pointée par l'ensemble des groupes ou presque d'organiser un débat métropolitain ou un débat d'intercommunalité dans un cadre qui reste à définir pour des raisons tout simplement d'appréhension de ces sujets par les citoyens. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le jour de la Saint-Valentin, en effet, comme l'a dit Benjamin Saint-Huil. Oui. Oui, il dit oui, mais il ne dit pas laquelle. Oui. Par différenciation. Mais il le dit par différenciation locale et par accord local. Et donc, on peut considérer que c'est quand même une réponse négative, puisqu'il n'a pas répondu en disant que c'était un cadre général de suppression, mais que ça devait être déterminé à l'échelle locale. Et beaucoup de groupes, en fait, ont dit très exactement cela. Merci beaucoup.